16 décembre 2022, c'est le journal sur Al 24 News. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'édition. Sommet européen à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron parle d'un défi commun pour surmonter le manque de gaz russe. En Tunisie, le pays se prépare pour les élections législatives, une échéance particulière pour le paysage politique tunisien. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh appelle l'Union européenne à prendre des mesures à l'encontre du nouveau gouvernement de l'entité sioniste. Bonjour à tous, voilà pour les titres. Dans la foulée des événements au Pérou, les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont fait 7 morts dans le sud du pays et aussi dans le département de Cuzco. Nous vous le disions en titre au sommet européen à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron a fait allusion à un éventuel hiver sans gaz russe dans le vieux continent. Je vous propose d'écouter le président français. Ça peut revenir. Et moi, je fais partie des gens très prudents. Je ne pense pas qu'on a passé le plus dur. Je pense que l'hiver qui vient, il faut le préparer avec beaucoup de sérieux, se doter de tous les instruments, parce que c'est un défi encore plus grand que celui que nous sommes en train de vivre. Parce que n'oublions jamais que jusqu'au printemps de cette année, nous avons eu du gaz russe. Là, il nous faut préparer une année 2023 avec une hypothèse de départ qui est zéro gaz russe. Et depuis Bruxelles toujours, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est revenue sur le conflit en Ukraine, réaffirmant le soutien financier de l'Union européenne à Kiev à plus de 19 milliards d'euros pour l'année 2023. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. L'Union européenne a, comme vous le savez, soutenu financièrement l'Ukraine cette année à hauteur de 19 milliards 700 millions d'euros et, grâce à la présidence tchèque, notre proposition de 18 milliards d'euros supplémentaires pour 2023 a été adoptée aujourd'hui. En France, un incendie d'immeuble a fait 10 morts dont 5 enfants dans la commune de Volx-en-Velin, dans la métropole de Lyon. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin s'est exprimé après l'annonce du drame. Malheureusement, 10 personnes seraient mortes, dont 5 enfants âgés entre 3 et 15 ans, et 4 personnes seraient grièvement blessées dans un incendie dont on ne connaît pas encore les causes. Donc je ne voudrais pas évidemment m'appesantir sur ce point, mais très rapidement, l'enquête, j'en suis sûr, pourra l'évoquer. En marge du sommet Afrique-États-Unis qui s'est tenu à Washington, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a rencontré le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younous Al-Menfi. En marge de sa participation au sommet en qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, la rencontre a permis aux deux parties de se féliciter des relations de fraternité et de solidarité historique unissant les deux pays frères et d'examiner les voies et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Et en clôture de ce sommet, le Premier ministre algérien est revenu sur la participation de l'Algérie, notamment pour ce qui est du volet économique. J'ai eu l'honneur de représenter le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors des travaux du sommet États-Unis-Afrique qui s'est étalé sur 2 jours. La première journée ayant été consacrée au Forum d'affaires Afrique-États-Unis auquel l'Algérie a pris part, notamment à un panel sur le financement des infrastructures de base
ainsi que la transition numérique et énergétique. Et nous y avons d'ailleurs exposé tout ce que l'Algérie a réalisé en matière de promotion du climat d'affaires en vue de diversifier son économie et trouver de nouvelles sources de financement pour ses programmes de développement économique. Et on revient à la situation au Pérou après la destitution de l'ex-président Pedro Castillo. La plus grande instance judiciaire du pays vient d'annoncer le maintien de l'ex-président en détention pour une durée de 18 mois. Les détails avec Lila Gertal. Au Pérou, rien ne va plus après la destitution du président Pedro Castillo. Les manifestations pro-Pedro n'ont pas faibli, bien au contraire. Le rang des manifestants en faveur de Castillo n'a fait que grossir. Tous unanimes pour appeler à son retour et dénoncer la destitution qui, selon eux, ne respecte pas le vote du peuple. La population, sortie en masse, estime que dès le début, le président a été humilié et qu'il n'a pas été accepté car il est issu des provinces, soit des zones rurales du Pérou, lui qui n'était qu'un simple instituteur. Alors que ses détracteurs ont clamé son départ et dénoncé la corruption qui a régné dans le pays depuis son arrivée au pouvoir. Castillo est devenu, sans le vouloir, le symbole du tiraillement du Pérou entre les forces étrangères à l'influence prédominante. Les États-Unis, en l'occurrence, les premiers d'ailleurs à faire savoir qu'ils ne considéraient plus Castillo comme président du pays. Saluons le rôle des parlementaires péruviens. Un vrai coup d'appui pour le Parlement. À propos de parlementaires, ils étaient 101 à approuver son départ contre 130, dont 80 de l'opposition. Il est reproché à Pedro Castillo d'avoir fomenté un coup d'État avec l'annonce de la dissolution du Parlement. Une manœuvre rapidement qualifiée de coup d'État par le président de la Cour constitutionnelle. Personne, dira-t-il, ne doit obéissance à un gouvernement usurpateur. Il est clair que depuis le début ou depuis l'arrivée au pouvoir en juillet 2021 de Pedro Castillo, il n'a jamais été le bienvenu, pourtant choisi par les urnes. Il est accusé de corruption, de dissolution du Parlement, de rébellion, de trafic d'influence, lourdement acculé par les chefs d'inculpation qui pèsent sur sa personne et l'intransigeance de la justice qui vient de confirmer sa peine de 18 mois. Le dossier de Pedro Castillo, qu'il soit fomenté ou bâti sur des faits réels, est tellement lourd que même les manifestants clamant sa libération ne peuvent apparemment rien pour lui. Il est victime, il est coupable, l'histoire nous le dira. En Tunisie, et comme le prévoit la réglementation, un silence électoral est observé ce vendredi avant l'échéance des élections législatives demain 17 décembre visant à renouveler l'Assemblée nationale. Ces élections qui se tiennent dans un contexte particulier marqué par des mesures exceptionnelles engagées par le président Kais Saïed. Les détails avec Naïla Aït Hamouda. Les Tunisiens de l'étranger se sont dirigés aujourd'hui aux urnes pour élire les membres de la nouvelle Assemblée des représentants du peuple. Le vote se poursuivra les vendredis et samedis prochains. 161 sièges convoités sur la loi électorale. Pour les circonscriptions électorales à l'intérieur du pays, l'opération de vote aura lieu le samedi 17 décembre, date commémorative marquant le déclenchement de la première étincelle de la Révolution, le 17 décembre 2010. Et d'ores et déjà date anniversaire de la révolution tunisienne, comme en avait décidé le président tunisien Kais Saïed. Ceci dit, vendredi sera le jour J du silence électoral en Tunisie, avant le démarrage des opérations de vote. Les formations politiques n'auront plus le droit de se prononcer ou même de s'expliquer publiquement, permettant aux Tunisiens de prendre du recul avant de choisir leurs élus. La campagne électorale a suscité beaucoup de critiques des médias occidentaux et de certaines formations politiques qui n'ont eu de cesse d'appeler au boycott. Cela dit, sur le terrain, la campagne s'est déroulée sans le moindre incident. Au Moyen-Orient, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtia a appelé l'Union européenne à mettre des lignes rouges contre l'entité sioniste, mentionnant que le silence international encourage l'occupant à renforcer ses violations lors de sa rencontre avec les ambassadeurs et les représentants de l'Union européenne. Mohamed Shtia a appelé à prendre des mesures sérieuses contre les politiques du nouveau gouvernement d'occupation qui vise à changer le système politique, ce qui pourrait causer plus de violence.
Et à l'unanimité que l'Assemblée générale des Nations unies à New York a approuvé la décision de souveraineté permanente du peuple palestinien sur ses ressources naturelles. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Une victoire de plus pour la Palestine sur la scène internationale. L'Assemblée générale des Nations unies a voté jeudi une résolution confirmant la souveraineté des Palestiniens sur leurs ressources naturelles. L'État palestinien s'est félicité du vote de la résolution onusienne permettant aux Palestiniens de faire valoir leurs droits, reposant notamment sur la légalité internationale. S'exprimant jeudi dans un communiqué à ce sujet, le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein al-Sheikhi, a déclaré « Nous nous félicitons de la résolution de l'ONU à l'Assemblée générale sur les droits des Palestiniens sur leurs ressources naturelles dans leur patrie. Cette résolution de l'ONU s'ajoute à des centaines de résolutions qui affirment le droit des Palestiniens et l'illégalité de l'occupation et de ses mesures et pratiques agressives et racistes. » C'est d'ailleurs par une large majorité de l'Assemblée générale de l'ONU que la résolution a été votée. En effet, 159 pays ont voté pour la résolution, 10 pays se sont abstenus, tandis que 8 s'y sont opposés, démontrant ainsi un large soutien de la communauté internationale envers le peuple palestinien, un soutien difficile à concrétiser sur le terrain en raison d'un immobilisme occidental concernant la cause palestinienne. Actualité continentale, 47 militaires français présents en Centrafrique ont quitté le pays après le retrait de l'essentiel des 130 militaires déployés ces dernières semaines. Ce dernier groupe de militaires faisait partie de la mission logistique. Il a décollé de l'aéroport de Bangui à bord d'un avion militaire à destination de Paris. Un autre départ qui survient 4 mois après celui des troupes françaises au Mali. S'ils ont pris la décision de se retirer de la RCA, ils ont leur raison. Donc voilà, il implique maintenant aux autorités centrafricaines de prendre toutes les dispositions nécessaires, d'assumer la protection de toute la population de Bangui que celle des provinces. Actualité continentale toujours, le numéro 1 de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé le Rwanda à user de son influence sur le mouvement rebelle M23 et dit soutenir pleinement l'accord de Luanda afin de trouver une issue au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Blinken s'exprimait à l'issue d'un sommet des dirigeants africains à Washington, lors duquel il s'est entretenu avec le président congolais Félix Tshisekedi. C'est un accord important et s'il est mis en œuvre, je pense que cela offrira une opportunité formidable pour mettre fin au conflit et, espérons-le, apporter une stabilité durable à l'est de la RDC. Une grande partie de cela dépend du retrait du M23 et nous attendons du Rwanda qu'il use de son influence sur le M23 afin d'encourager cela et de faire avancer les choses. Coupe du monde FIFA 2022 au Qatar. La sélection croate s'oppose demain au Maroc dans le cadre du match pour la 3e place du tournoi à Khalifa Stadium de Doha. Après avoir perdu les demi-finales face à l'Argentine et la France, les coéquipiers de Modric et de Achraf Hakimi vont tenter d'arracher la victoire demain, qui sera synonyme d'une 3e place de la compétition. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.